Et c'est quoi le mot alors? En anglais, c'est rewilding. Et ça veut dire quoi? En français, on pourrait le traduire par réensauvagement. Ok. Pour me réensauvager moi? Alors, ça, c'est toujours l'idée que j'aime à développer, c'est que commencer par faire à l'intérieur de soi ce qu'on voudrait ensuite faire à l'extérieur. Et effectivement, avec cette idée de rewilding, je me suis assez vite posé la question, mais alors qu'est-ce qu'il y aurait à l'intérieur de moi qui pourrait avoir besoin d'être réensauvagé ou rendu à la liberté ou rendu sauvage ou laissé s'exprimer de façon sauvage. Et j'ai eu plusieurs pistes là-dessus. Une des pistes, c'est donc serait sauvage à l'intérieur de moi tout ce qui n'a pas été domestiqué. Donc tout ce qui a échappé à la pensée dominante, à notre culture, à la société, à nos parents, tout ce qui a échappé à ça pourrait constituer déjà une part sauvage à l'intérieur de moi. Et ben, cette part sauvage, on sent, si on part sous cet angle-là, qu'effectivement, enfant, il y avait quelque chose de cet ordre-là et qui du coup faisait les choses de façon très intuitive, très ludique, mais qui assez vite ensuite risque d'être cassé ou freiné par le monde des adultes. Mais on sent vraiment qu'il y avait ça qui était à l'œuvre quand on était enfant. Donc c'est vrai que moi je me suis progressivement aperçue qu'un de mes gros cheminements principal, ça avait été de résister à la domestication qu'on m'avait proposée depuis mon enfance et deux, d'arriver le plus possible quand j'en ai eu les moyens à pouvoir me diriger vers des lieux, des endroits où je pourrais mieux vivre à l'état plus sauvage. Et c'est vrai que ça m'a conduit dans ma vie personnelle à déjà m'échapper de la ville, en même temps d'ailleurs que mon cheval, puisque tout ce processus, eh bien, moi je le fais en parallèle avec les chevaux. Donc j'ai sorti mon cheval de son box et je me suis sortie moi-même de mon appartement à la ville. Quand tu étais adolescente ou quelque chose comme ça, Non, enfant? pas adolescente, il m'a fallu plus de temps pour ça. Il m'a fallu que je puisse m'assumer financièrement pour me permettre de repartir plus dans cette direction-là. Donc ça a été bien plus tard. Et donc je sais que aussi de devenir mère m'a permis de donner plus de place à cette part sauvage. Déjà parce que ça avait boosté en moi une forme d'intuition, instinct. Voilà. Devenir mère a réveillé en moi un instinct qui a grandi, qui n'a cessé de grandir au rythme de mes 3 enfants. Et où je voyais qu'il prenait vraiment ses racines, cet instinct dans ma part sauvage. Et notamment, je l'ai senti même à l'accouchement où on nous met dans des positions ridicules de mon point de vue, qui ne sont pas du tout la position la plus efficace. Et où tout d'un coup, cette part sauvage, cet instinct s'est réveillé et je me suis retournée dans une autre position pour accoucher qui était beaucoup plus efficace. Et j'ai senti, à ce moment-là, j'ai senti la force, la puissance de cet instinct-là. Donc, au fil de l'eau, sortie de la ville, ensuite
passer longtemps, des longs moments dans la nature, à ne rien faire qu'à juste être posé là. Et progressivement, il m'est apparu que cette dimension sauvage, si j'avais un tel attrait pour elle, c'est que finalement, elle pouvait être celle qui avait échappé à la règle des hommes, en quelque sorte. À tout le pouvoir que les humains essaient d'exercer d'une façon ou d'une autre. Les peu de zones sauvages aussi, donc maintenant je suis passée de mon intériorité à l'extériorité, dehors. Les peu de zones sauvages qui demeurent, eh bien elles ont en quelque sorte échappé à cette règle des humains, à cette domination des humains. Et donc puisqu'elles échappent à cette domination des humains, elles obéissent à d'autres règles. Et moi j'étais très attirée par ces autres règles qui me paraissaient plus harmonieuses, plus justes, qui entraient plus en résonance. Mais des règles, alors quoi? On les appelle de la nature, cosmique, divine? Alors je serais tentée de dire qu'effectivement, ces règles, comme pour moi, c'est comme si elles répondaient aux sonorités du cosmos, à ces vibrations qui nous arrivent du cosmos. Eh bien, pour moi, elles ont une qualité divine, en fait. C'est ce que je me suis dit. Et paradoxalement, donc aller plus vers le sauvage, ce serait aussi, pour moi, aller plus vers le divin. Je suis arrivée à ce rapprochement-là. Et donc, c'est vrai que du coup, progressivement aussi, tout ce qui s'est installé dans ma vie et qui m'a fait ressentir progressivement cette partie de divin qui pouvait renaître, comme on reconstitue une forêt sauvage en quelque sorte. Il y a des projets comme ça qui sont à l'œuvre. Je sais que dans l'ouest de l'Europe, il y a une association qui s'appelle Rewilding Europe qui a pour projet, et c'est en cours de financement, de redonner vie à des grandes forêts sauvages. De même qu'il y a des espaces sauvages, il y en a au Portugal par exemple, où des zones qui étaient abandonnées, elles sont mises sous cette appellation rewilding, qui veut dire qu'on les préserve de l'intervention humaine pour voir comment la nature se réorganise. Et ça va être des zones qui vont permettre à la biodiversité de s'exprimer mieux et plus à nouveau, et dans lequel on réinsère notamment des espèces animales qui n'avaient plus cours. Donc bien sûr on peut penser classiquement aux loups, aux ours, mais là en l'occurrence dans cette partie au Portugal, il s'agit de préserver entre des zones de forêt sauvage des espaces de prairies, parce qu'avec les réchauffements climatiques, on anticipe que s'il n'y a que de la forêt et qu'une forêt brûle, tout brûle. Donc l'idée dans les rewilding maintenant, c'est qu'on préserve des espaces en prairie en y mettant des grands herbivores, comme notamment le cheval, mais aussi des vaches qui ont gardé les qualités de l'auroch ou qui sont encore assez proches de la vache sauvage. Alors du coup, le rewilding, c'est quoi? C'est préserver des espaces sauvages ou retrouver sa sauvagerie personnelle? C'est quoi? Eh bien, moi, ce que je propose et ce que j'envisage, c'est les deux. C'est-à-dire regarder ce que c'est à l'extérieur pour mieux comprendre aussi ce que c'est dans mon intériorité. Et donc là, en l'occurrence, c'est préserver donc des lieux où les règles de l'être humain n'ont plus cours, les règles notamment d'exploitation qui ont beaucoup été utilisées dans nos sociétés, et où une forme de vie sauvage se réinstalle. Et je pense qu'en nous, ce serait donc préserver des espaces, aussi bien des espaces physiques que des espaces dans le temps, où on n'obéit plus
à aucune des règles humaines que la société a voulu nous inculquer, mais où on se laisse plus porter par un instinct puissant, des intuitions, des formes d'émergence, de ce qui se présente à nous et de suivre le cours sans idée préconçue. Et très concrètement, il faut quoi? Acheter des terres? Alors, il ne s'agit pas de les acheter, heureusement. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'organismes qui sont d'accord pour confier des terres, ou voire même des grands propriétaires qui ne savent pas quoi en faire. J'ai vu ça en Irlande ou en Grande-Bretagne, qui confient des zones au réensauvagement. Et l'association qui, elle, s'occupe du réensauvagement, eh bien, elle va avoir des connexions, par exemple, avec des gens qui proposent des chevaux issus de races très rustiques de chevaux, qui vont pouvoir être des chevaux qu'on va remettre à la vie sauvage. Et moi, plus particulièrement, cette idée-là, elle est née de mon travail avec Clayson Ben-Ali, indien Navarro, qui cherche aussi à préserver cette vie sauvage en Arizona avec les chevaux sauvages qui eux existent déjà mais qui sont très menacés parce que on cherche régulièrement comme en Australie d'ailleurs, ces chevaux sauvages, on cherche régulièrement à les tuer parce qu'on considère qu'il y en a trop, qui vont menacer les cultures et des choses comme ça. Donc, il y a comme ça un réseau qui s'est construit. Moi, je travaille avec Clayson en synergie, lui plus en Arizona et moi progressivement ce sera plus en Europe. Et j'en suis à l'étape numéro 1 qui est les êtres humains. Et je ne me suis pas encore vue confier de gigantesques espaces sauvages, mais c'est l'idée de l'étape numéro 2 ou 3. Là, j'en suis à l'étape numéro 1, où je propose aux êtres humains qui ont envie d'expérimenter ou de redonner de la place à des zones à l'intérieur d'eux pour que le sauvage puisse s'épanouir à nouveau, aussi bien de retourner dans la nature, d'y faire des stages, des séminaires ou de découvrir quand Clayson vient en France, des ateliers qu'on peut organiser dans ce sens-là. Il arrive même qu'avec Sylvain, un autre ami qui organise, d'aller en Arizona dans des zones sauvages, on fasse ça aussi comme ça. Et ce travail il se fait aussi beaucoup avec les chevaux. Il y a toute une part, donc moi-même j'ai un petit troupeau de 4 chevaux qui sont la première étape. Et ces chevaux, de leur pré fermé, aujourd'hui ils sont en liberté dans un espace de 17 hectares. Donc on voit que c'est toujours mon vieux cheval qui est encore en vie, il a 30 ans maintenant. Et il est passé de son box à un pré beaucoup plus grand et maintenant j'ai réussi à ouvrir l'espace de son pré sur tout le domaine où il peut donc brouter paisiblement en liberté, mais c'est encore délimité. Donc ça me dit aussi que pour un être humain et pour ce que j'ai fait pour moi, il y a des étapes. Je ne prône pas de se remettre directement sans aucune barrière dans un monde ultra sauvage, au fin fond peut-être d'une forêt amazonienne. Je prône des étapes. Tu peux redire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors je dirais le 1, c'est la sortie des villes. Le 2, c'est passer du temps souvent dans des espaces naturels. Alors bien entendu, ils ne seront pas toujours sauvages, il y aura eu la main de l'homme dessus, mais en tout cas de pouvoir observer que même dans les endroits où il y a la main de l'homme, il y a toujours des petites zones sauvages à aller explorer. Et donc ça c'est l'étape 2. Et l'étape
3, c'est d'aller vers des plus grands espaces sauvages où la faune sauvage, la flore sauvage prédomine encore. Et avec cette étape 3, il y aura le fait de se mobiliser ensemble pour peut-être aller vivre dans des espaces, ces grandes zones de rewilding qui commencent à apparaître en Europe. Elles ne vont pas exclure totalement l'être humain, elles vont l'inclure aussi longtemps qu'il n'aura pas vocation à exploiter la zone. Et donc l'inclure, ce serait réorganiser des villages, aussi bien qui permettent d'emmener les gens ponctuellement dormir dans la nature, dans des cabanes, dans des yourtes, dans des hoganes, dans des tipis, on peut tout imaginer. Et ce, en abandonnant leur sacro-saint confort, un petit peu. Et de voir qu'une fois qu'on a passé cette porte-là, d'abandonner un peu de son confort matériel auquel on est habitué, on arrive à laisser rejaillir en nous aussi cette part d'instinct et cette part de connexion au divin qui nous donne une intuition sûre sur ce qui est bon, pas bon pour nous et une façon fluide d'être dans la vie. Bien. Vie.
Je coupe, hein. Ouais.